Nous avions déjà beaucoup voyagé. Oui, il y avait déjà 4 ans que nous nous connaissions et que je l'avais presque dès le début accompagné quand il faisait des reportages. Et même c'est là, grâce à lui, parce qu'il ne voulait pas amener toujours un photographe du journal. J'ai acheté un appareil de photo, j'ai appris à m'en servir et c'était moi sa photographe. Le bateau s'arrêtait là avec la promesse que le lendemain on irait jusqu'à Tunis. Mes impressions étaient vraiment multiples et contradictoires. Il y avait quelques misérables baraques, beaucoup de mendiants, et l'impression était pour moi effrayante. Pour Philippe aussi, mais il n'a rien dit. Philippe était toujours pressé. Et je comprenais, dans ces conditions, c'était pas gai de rester là. Il y avait un autobus qui amenait les voyageurs pressés à Tunis. Ce véhicule me faisait très peur, parce que c'était vraiment... je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait rouler avec ça et arriver vivant à Tunis. Ici, nous voulons la paix. Or, la première condition de la paix, c'est qu'aucune nation ne se trouve contrainte de défendre par les hommes l'intégrité de son territoire, le libre jeu des institutions qu'elle s'est données. Éric Labonne était un homme exceptionnellement intelligent. Il voyait loin et il voulait toujours être aidé par Philippe.
Il y avait Bari, c'était l'émetteur fasciste d'Italie et qui dominait toute cette partie de la Méditerranée. Comme le peuple en ce moment, il ne savait ni lire ni écrire, mais il savait entendre. Et ils étaient à écouter la radio jusque dans les rues, parce que tout le monde ne pouvait pas s'acheter un poste radio, mais les cafés en avaient. Les gens de l'extrême droite, oui. Là, Philippe s'est fait beaucoup d'ennemis. Je peux vous dire, il était tout à fait anti-colonialisme. Ces gens très riches qui profitaient d'une situation qui n'était pas très claire, peut-être, pour avoir énormément de terrain et prendre l'eau des autres comme si c'était leur droit, mais ce n'était pas leur droit. On parlait de ça et je dois dire que les gens comme moi, je voyais, étaient révoltés de ça. Philippe, il avait évidemment la réputation d'être contre la colonisation. On lui a reproché Gringoire qui a écrit d'une façon lamentable alors en racontant des choses sur Philippe qui étaient pas vraies. Ils étaient nombreux, et ils étaient aussi nombreux que les Français, les Italiens. Pour aller au marché, je devais traverser le quartier italien qui se trouvait à proximité de la Médina. Ils étaient provocants. On voyait qu'ils étaient sûrs de gagner la guerre. Il disait à haute voix, nous ne voulons pas détruire Tunis, nous ne voulons pas bombarder Tunis, nous voulons prendre le pays en bon état, comme si c'était déjà fait. Il aimait cette maison à Tunis parce qu'il y trouvait une sorte de paix qu'il n'avait trouvée nulle part ailleurs. Cette maison était un petit palais. Visiblement, c'était fait pour 3 fils. Nous n'aimions pas les mondanités. De temps en autre, il y a une visite de Paris. Il y avait par exemple le fils de Picabia qui venait souvent chez nous.
Philippe s'est fait envoyer une caisse avec des livres et moi j'avais presque toujours l'œuvre complète de Goethe avec moi. Nous avons beaucoup lu Goethe en ce moment. Nous avons vendu la Chevrolet que nous avions achetée là-bas, et parce que d'abord elle était tout le temps en panne et on ne pouvait rien faire réparer, c'était pas possible. Et puis, avec l'approche de la guerre, nous avons acheté des bicyclettes. Nous en étions ravis. Enfin, on n'était pas des grands sportifs, mais on pédalait bien. Nous avons tout visité, partout. Il sentait la guerre qui s'approchait et il voulait mettre de l'ordre dans ses papiers. En ce moment-là, c'est ça ce qu'il faisait. Il jetait beaucoup de papiers qu'il ne voulait pas garder, il ne voulait pas que ça soit vu par d'autres gens, puis d'autres qu'il gardait, et c'est ce qu'il faisait. Le président du Conseil fait son entrée dans Tunis. Il traverse une véritable mer humaine, d'où montent les accents de la Marseillaise. Au début de l'après-midi, M. Daladier, debout dans sa voiture, passe en revue les troupes de la garnison qui vont ensuite défiler devant lui. Gardes bellicales, zouaves, tirailleurs tunisiens et sénégalais, tous montrent par leur entrain et leur fière allure qu'ils sont dignes de leurs glorieux aînés. Philippe n'a jamais douté que Hitler devait perdre la guerre. Parce que je lui ai demandé, comment es-tu si sûr de ça? Et il m'a répondu, parce que je connais l'Amérique.
sur la demande de Tixier-Vignancourt. On lui a dit, quand il est entré dans son bureau, « Qu'est-ce que vous voulez ici? Vous n'avez plus rien à chercher ici. » Avez-vous jamais entendu ça de la part de Français? Là, j'ai senti que quelque chose était changé. On n'avait plus rien à espérer, ni de courtoisie, ni d'humanité. C'était le fascisme. Je n'ai pas imaginé qu'est-ce qui pourrait arriver. Philippe écrivait, il avait repris ses écritures et nous restions tout à fait retirés. Ce qui était difficile, c'est que nous n'avions pas du tout d'argent. Nous devions vendre, nous avions une petite collection de tapis, peu à peu, quelques objets que nous avions achetés dans les souks, etc. Alors peu à peu, nous avons vendu ça pour avoir un peu de nourriture. On était seuls, complètement seuls. Oui. Philippe ne s'est jamais plaint. Naturellement, il aurait probablement voulu que ça se passe différemment. Il ne s'est jamais plaint. C'était que pendant à peu près 2 semaines, on me cachait où il se trouvait. Moi, j'étais finalement persuadée qu'il ne vivait avec les tortures. Et puis, je pensais aussi, on envoyait facilement les gens à Bordeaux comme otages. C'est dans ce moment j'ai mesuré la haine que certains gens avaient contre Philippe. Il y avait beaucoup d'ennemis. En présence de l'amiral Esteva, résident général en Tunisie, et du général François, chef de la Légion en Afrique du Nord, les 10 000 légionnaires vont faire ce grand serment que font les légionnaires de France, le serment de servir. J'accepte librement la discipline de la Légion. Français et musulmans fraternellement mêlés, disent en défilant la foi que garde la Régence dans les destinées de la patrie française. J'avoue que je ne savais pas combien l'humanité était redoutable. Dès que je sortais de la maison, je ne voulais pas qu'on puisse dire « Ah, voilà, maintenant c'est fini, elle va se suicider ou quelque chose ». Je n'ai jamais montré mon désespoir. Dès que je fermais la porte derrière moi, j'éclatais en sanglots. C'est pour ça, je crois, je ne peux plus pleurer. En ce moment, j'ai pleuré toutes mes larmes. Je ne peux plus pleurer depuis. André Gide avait pris grand soin, c'est compréhensible, parce qu'on ne s'aperçoit pas de ma visite. Je lui ai tout dit, et quand j'avais fini, il m'a dit
Mais madame, c'est très grave. Philippe était accusé de haute trahison. C'est très grave. Je crains que je ne pourrai rien faire pour Philippe. Il était dans une cellule où on n'enfermait que des criminels, tout seul. Mais il ne voulait jamais admettre qu'il souffrait. Il n'a jamais douté. Il y avait beaucoup de prisonniers politiques et c'est lui qui restait toujours lucide et fort et qui avait une grande force morale. J'ai gardé ce souvenir du patio le soir, à la tombée de la nuit, et le vendeur d'encens qui passait pour embaumer la maison, toute cette atmosphère. Quelquefois le soir, avant de m'endormir, j'ai l'impression d'être assise là.